Bonjour à toutes et à tous. Je propose de démarrer cet après-midi, cette première après-midi de 19e assise de journalisme ici à Tours. Merci d'être présents juste après l'heure du déjeuner, qui est souvent un moment de digestion. Donc restez avec nous pour cette heure et demie consacrée à l'urgence climatique et responsabilité journalistique, et surtout la question notamment cet après-midi des atteintes au journalisme environnemental en France et à l'étranger. On aura l'occasion de parler des expériences différentes de notre panel, et je suis désolé de couper le panel entièrement féminin étant ici présent, mais voilà, un petit peu de mixité sur cette question des atteintes et notamment aussi des menaces aux journalistes qui couvrent l'écologie, le climat et l'environnement, que ce soit en France ou encore à l'étranger. Je vais d'abord présenter le panel cet après-midi, voilà, de gauche à droite. Donc, Mariam Mana, qui est journaliste indépendante ici en France, née en Iran, mais qui a déménagé avec ses parents en Afghanistan en 2005, après la chute du Taliban. Plus tard, comme journaliste, vous avez dénoncé la présence d'extrémistes au sein du gouvernement afghan et recevez donc des menaces qui vous pousse à quitter le pays pour rejoindre la France en 2017. Vous êtes aujourd'hui journaliste multimédia proposant des sujets, notamment sur l'environnement à la population afghane, un sujet parfois peu présent ou peu enseigné, on peut même dire sur place. On va en parler un peu tout à l'heure. Merci d'être avec nous cet après-midi. Anne Bocondé, vous êtes directrice éditoriale de Reporters sans frontières, qui n'a forcément pas besoin de présentation ici cet après-midi, et depuis directrice éditoriale depuis octobre 2023. Précédemment, vous avez travaillé pour Jeune Afrique comme journaliste et aussi en passant par RFI et RFI Musique. Juste après, Chloé Richard, qui est journaliste, qui arrive depuis la Bretagne après 3 ou 4 trains, je ne sais plus. Les connexions ne sont pas forcément évidentes si on ne vient pas de Paris. Vous travaillez pour le média Splon, j'espère que je prononce correctement. Splon, oui, avec mon côté anglophone, les I, 1, on, j'ai du mal. Voilà, c'est qu'il y a un premier média d'enquête en Bretagne, et vous travaillez aussi pour Reporters comme journaliste pigiste. Vous avez complété un master climat et médias à Lille, d'où cet intérêt notamment pour le journalisme d'enquête et autour de l'environnement. Et Amélie Mouget, vous nous rejoignez aussi sur ce panel comme directrice de la rédaction de Reporters depuis 1 an. Précédemment, vous étiez rédactrice en chef de la revue Dessinée, et vous avez aussi travaillé comme journaliste spécialiste écologie pour Terra Eco dans le passé. Merci d'être avec nous. Je suis Jamie Smith-Maillet, je suis enseignant à l'EPJT ici à Tours et aussi journaliste franco-écossais. Basé à Tours, je travaille pour la BBC et ailleurs. Voilà, la question de cet après-midi, notamment, c'est l'environnement et les atteintes aux journalistes qui travaillent sur ce sujet, qui couvrent notamment ces sujets, que ce soit en France ou à l'étranger, comme on a dit tout à l'heure. Et juste un petit peu pour vous donner quelques chiffres éventuellement, et puis on va aller un peu plus en profondeur dans les détails autour de ce sujet cet après-midi. Des chiffres d'UNESCO d'abord, qui montrent que 70% des journalistes environnementaux traitant des sujets autour de l'environnement dans le monde déclarent avoir subi des menaces, des pressions ou des attaques. Deuxième chiffre à garder à l'esprit pour nos discussions cet après-midi, c'était à l'occasion de la Journée de la Terre qui est le 22 avril, donc dans 2 semaines. Ici, les chiffres de l'année dernière, en 2025, de Reporters sans frontières, qui alertait notamment sur les menaces croissantes pesant sur les journalistes environnementaux, et notamment l'année dernière avec la préparation du COP 30 au Brésil. Un chiffre grave que fait remarquer RSF, c'est qu'une trentaine de journalistes ont été tués entre 2015 et 2025, ayant couvert des sujets liés à l'environnement, dont 13 en Inde. Donc voilà quelques constats effectivement alarmants. On pourra revenir un petit peu plus en détail à ces points juste après. Anne Bocondé, peut-être, on parle notamment de RSF ici.
En tant que directrice éditoriale à votre charge, vous avez les productions éditoriales des RSF, c'est publié dans cette langue. Peut-être présenter un petit peu plus la place consacrée à l'environnement dans vos publications et productions. Bonjour. Bonjour. On y est, voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Alors oui, Reporters sans frontières quand même, peut-être que certains ne connaissent pas. Liberté de la presse et droit à l'information, c'est notre mandat. Donc c'est à la fois en effet la protection des journalistes pour laquelle on est souvent très connu. C'est aussi votre droit à l'information, les deux sont liés. Et on est une organisation internationale, donc avec un siège à Paris, 15 bureaux aujourd'hui à l'international, de Prague à Rio, de Washington à Taipei, Dakar, Tunis, etc. Et aujourd'hui plus de 160 correspondants, donc des journalistes dans les différents pays pour couvrir l'intégralité du monde et être alertés, monitorer les exactions à travers le monde. Donc la place du journalisme environnemental aujourd'hui, elle est celle, en effet, vous l'avez rappelé, d'une augmentation des menaces à travers le monde sur les journalistes qui couvrent ces sujets-là. Dès lors, depuis notamment 3 ans, on travaille beaucoup avec des campagnes prioritaires. Il nous a paru important de monter encore d'un level sur la sensibilisation au grand public sur le sujet de lutte contre le changement climatique ne se fera pas sans la protection d'une information fiable. Parce qu'on voyait de plus en plus que quelque chose qui nous paraissait évident, en fait, que lutter contre la désinformation, c'est protéger le journalisme fiable. Finalement, le corollaire n'était pas véritablement fait, et notamment dans les déclarations internationales. Donc il nous a paru important de pouvoir vraiment monter aussi, nous, en publicisation, dans le sens vraiment publié, sur cette réalité-là. Je pourrais rentrer dans les détails peut-être après, parce que ça recouvre plusieurs... Oui, déjà points. Un petit peu une idée en ce moment du constat que vous faites de notre constat, urgence. Pour nous, il est dans 3 points. Il est la question des entraves. On pourra revenir en détail sur des journalistes, comme vous l'avez dit, qui sont tués, détenus, entravés en raison de leur travail sur les questions environnementales. Mais il y a aussi de plus en plus de journalistes qui font appel à nous sur un volet protection parce qu'ils sont entravés, parce que dans leur territoire, ils sont impactés directement par le changement climatique. Ça a été le cas au Brésil dernièrement avec les inondations, à Mayotte, en Asie du Sud. Donc il y a ce volet-là aussi de protection de journalistes qui ne peuvent plus travailler dans leur espace parce que, de par les dégâts du changement climatique. Et il y a aussi le volet de zones de non-information, où pourtant on sait qu'il y a des vrais sujets sur la question des ressources, de leur exploitation, et auxquels on n'a pas accès. Donc c'est le corollaire aussi entre pays en rouge sur la carte, si vous connaissez la carte de la liberté de la presse de RSF, les pays où on n'a pas accès à l'information, et où pourtant dans ces pays-là, il y a des enjeux de ressources naturelles très très fortes, et donc des sujets environnementaux qui ne peuvent pas être traités, ou qui ne sont pas traités, ou trop peu traités, alors qu'ils sont criants et prégnants, et absents pourtant de la discussion quand on parle de ces sujets-là. Donc pour nous, c'est ces 3 volets-là qu'on monitore, sur lesquels on produit, sur lesquels aussi on agit, mais on pourra revenir dans les détails plus tard, et avec l'échéance là notamment de la COP31, dans la continuité de la COP30. Tout à fait, comme on a vu notamment l'année dernière, comme vous avez publié à cette période, en amont du COP30 au Brésil. Amélie Mouget, reporter notamment, qui rencontre un certain succès avec 2 millions de visiteurs uniques par mois. Vous avez 25 journalistes à temps plein, vous me corrigez si je me trompe dans les chiffres. Vous avez une vision encore d'augmenter les audiences, plusieurs donateurs aujourd'hui. Il y a un certain succès, un intérêt, une appétence presque, on pourrait dire, pour des sujets autour de l'environnement. Peut-être présentez-nous un petit peu Reporter et ce que vous faites, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Reporter, c'est TE2RE, à la différence de Reporters sans frontières. Et c'est un site d'information qui met l'écologie au cœur de sa ligne éditoriale. Donc, Reporter, c'est en accès libre, uniquement financé par le don. 98% des revenus de Reporter, c'est les donatrices et donateurs. On a plus de 50 000 donatrices, donateurs, et quasi la moitié d'entre eux qui sont fidèles, qui donnent tous les mois, qui font des dons mensualisés. Donc finalement, ça nous permet la même garantie, la même stabilité que certains médias qui fonctionnent par abonnement. La grande vertu, c'est l'accès libre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne
contribuent pas financièrement à Reporter peuvent quand même y avoir accès. Et ça a beaucoup de sens pour nous parce qu'on considère qu'on met des informations d'utilité publique en lien avec l'environnement dans le débat. Et donc, on a des articles qui sont lus plusieurs centaines de milliers de fois, 300 000 fois, 400 000 fois, quand on est sur des grosses audiences, par une communauté de lecteurs qui va bien au-delà des financeurs, des donatrices et donateurs, dont on a absolument besoin pour continuer à être indépendant. Et c'est là vraiment quelque chose d'important dans la pratique du métier, c'est que on est complètement indépendant. Les dons, ils sont très morcelés. C'est des petits dons. Enfin, c'est des dons de sommes modestes, mais mis bout à bout, ça paye plus de 31 personnes, 25 journalistes permanents et énormément un riche réseau de journalistes pigistes qui travaillent très régulièrement pour Reporter, en France et à l'international, et on couvre tous les enjeux qui nous paraissent absolument vitaux, les enjeux de pollution, les enjeux de réchauffement climatique, les enjeux de santé publique, de transport, d'énergie. Voilà, il y a les mêmes rubriques qu'un journal classique, sauf que tout chez nous traite de près ou de loin de questions en lien avec l'environnement. C'est 5 articles par jour, de plus en plus d'enquêtes et quelques brèves pour que tout ce qui se passe dans le champ de l'environnement passe sous nos radars et soit accessible à un lectorat large. Donc voilà, Reporter, c'est un média qui va bien. Et c'est suffisamment rare pour qu'on puisse s'en réjouir. Et en même temps, on est confronté à des enjeux qui sont difficiles. Et tout ce dont on va parler ici, les questions d'atteinte au journalisme environnemental, alors de plein de manières différentes, mais peut-être que je vais m'arrêter là pour la présentation. En tout cas, c'est un journal qui a vocation de la même manière que ce plan, à renforcer l'enquête, l'investigation pour aller sortir des informations qui ne permettent pas de polluer en paix ou de réchauffer le climat en paix. Merci. Oui, je reviens effectivement vers vous pour les constats concernant les menaces juste après, avec les 3 volets que vous avez mentionnés quand on s'est parlé juste avant. Mais il y a des mots là qui m'ont marqué, un média qui va bien, ce qui, des fois, des mots qu'on n'entend pas forcément toujours en ce moment. Donc, c'est assez rassurant, notamment vu les enjeux qu'on mentionne ici cet après-midi. Chloé Richard, c'est un média que vous connaissez aussi bien parce que vous travaillez, vous proposez des sujets pour Reporter. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est Splon, d'ailleurs, déjà, la traduction qui est assez intéressante en français. Du coup, c'est Splan. C'est un média breton, bilingue en français et en breton. Splan en breton, ça veut dire clair, transparent. Et on va dire que c'est l'équivalent de Disclose en Bretagne. C'est un média qui existe sous forme d'ONG. Donc c'est une association qui fonctionne que par des dons et qui ne fait que de l'enquête. Ça a vu le jour en 2020. Je reviendrai un peu sur le contexte de comment ce plan a vu le jour, parce que c'est lié à des atteintes au journalisme environnemental. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter ? À la base, c'est un média qui a surtout une ligne éditoriale qui veut faire de l'enquête sur l'agro-industrie. Aujourd'hui, en 2025-26, parce que éditorialement, il y a besoin de traiter d'autres sujets, mais aussi parce que c'est un média qui se porte bien financièrement. La ligne édito s'ouvre un peu plus, ça devient plus enquête généraliste aujourd'hui et pas que agro-environnemental. Et c'est un média qui a été confondé en partie par Inès Léraud, qui s'est fait connaître sur ses enquêtes pour les algues vertes, et Morgane Large aussi, sur qui je reviendrai après, pour tout ce qui est atteinte à l'environnement, enfin aux journalistes environnementaux. Voilà, et l'enquête est le mot-clé que vous employez aujourd'hui, premier média d'enquête en Bretagne. Mariam Mana, on quitte un petit peu ce sphère de ces médias-là pour expliquer un petit peu votre parcours et aussi votre intérêt aussi pour l'environnement. Ce qui est un journalisme, on a employé le terme pédagogique presque, auprès des populations afghanes. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites aujourd'hui en France. Oui, après le chute de gouvernement afghan en août 2021, on avoue qu'on a vu l'émergence de pas mal de
médias afghans en exil. Avec la chaîne de télé avec qui je fais collaboration, on voit que après nous sommes 3 collègues, un à Berlin, un autre à Londres et moi à Paris. On a constaté que en ce moment, le sujet dans l'environnement, c'est un sujet moins abordé. En plus que c'est un sujet nouveau pour nous les Afghans, et on parle tout le temps de politique, des affaires de talibans, qu'est-ce qu'ils ont fait, même s'ils bougent un petit peu, on parle tout le temps de talibans, ils ont fait ça, mais le sujet de l'environnement, alors que on voulait aborder ce sujet dans le débat, de rendre le sujet de l'environnement un débat essentiel dans le paysage sociopolitique, plutôt médiatique d'Afghanistan. C'est pour ça qu'on a décidé de créer notre site info sur l'environnement et des effets de changement climatique en Afghanistan. On voit qu'en ce moment, Afghanistan, c'est un pays parmi les 6 pays plus touchés par les effets de changement climatique dans le monde. Mais alors que, bien que sa contribution est pratiquement son rôle, c'est vraiment 0,01% de contribution dans les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Mais on voit que l'Afghanistan, le peuple en Afghanistan, la population paye le prix plus largement. Et c'est pour ça qu'on a dit, même pour les journalistes, mes collègues, quand on travaille sur les reportages, l'environnement, c'est quelque chose vraiment marginalisé, on parle peu de ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de aborder sur le sujet de l'environnement, que c'est vraiment essentiel en ce moment. Et en plus qu'on apprend nous, en tant que journalistes, on apprend comment couvrir les sujets environnementaux en Afghanistan. Oui, donc cet aspect de pédagogie, que ce soit là-bas ou même aussi en France, pour une meilleure visibilité des enjeux. Comme vous avez dit, on n'en parle pas trop ou pas assez. Je pense que c'est le constat de ces enjeux dans la presse plutôt généraliste en France. Exactement. Ce qu'on voit en ce moment, même comme je vous ai dit, que c'est un sujet nouveau pour nous. On voit qu'avec les inondations que les habitants, les populations, ils sont subis depuis ces derniers jours. On voit les inondations mortelles en Afghanistan, mais on n'a jamais pensé que c'est les effets de changement climatique, avec le réchauffement climatique, on voit les inondations partout, dizaines de provinces en Afghanistan, mais c'est un sujet nouveau. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on apprend nous-mêmes comment on peut traiter le sujet, et on apprend de médias comment les journalistes en France ils abordent le sujet, comment ils traitent le sujet de changement climatique, et comme ça, on peut traiter le sujet dans les reportages plus profondément. On va repasser à cette thématique principale de cet après-midi, qui est notamment les menaces et les difficultés, les enjeux pour les journalistes qui couvrent l'environnement. Et c'est ce genre de sujet. Amélie Mouget, on a parlé juste avant cette semaine d'ailleurs des constats. Il y avait un petit peu pour moi 3 volets, peut-être vous pouvez en parler un peu plus, au niveau des procès, au niveau de l'informatique et au niveau simplement des violences. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ? Oui. Si je m'en tiens à Reporter, parce que on pourrait... J'ai aussi travaillé avec Inès Leroux, mais je laisserai Chloé Richard parler peut-être des menaces et des atteintes physiques aux journalistes en Bretagne. C'est plus le volet de ce plan. Mais si on s'en tient à Reporter, il y a plusieurs types d'entraves, on va dire, à l'exercice du métier de journaliste quand on couvre des sujets en lien avec l'environnement. Il y a, lorsqu'on couvre des mobilisations,
de militants écologistes. Par exemple, ces dernières années, il y a eu énormément de mobilisations qui avaient recours à la désobéissance civile. Donc, il s'agissait d'enfreindre la loi pour aller dans des endroits, mener des actions de blocage. En tant que journaliste, les personnes qui travaillent à Reporter suivent ces actions, couvrent ces actions et se retrouvent parfois dans les mêmes situations que les militants, militantes qu'ils accompagnent. La première occurrence, c'était en 2020 à l'aéroport d'Orly, et c'était le journaliste Alexandre Reza-Kogabi qui a suivi les militants qui bloquaient, qui visaient à alerter sur les courriers, les vols internes, les vols intérieurs et leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il a été arrêté à cette occasion, à 10 heures de garde à vue et condamné. Alors, il risquait 18 000 € d'amende et 5 ans de prison pour entrave au trafic aérien. Finalement, il a écopé d'une amende de 750 €, ce qui est quand même mieux, mais on l'a contesté au nom du droit à exercer le métier de journaliste, la liberté de la presse. Et finalement, c'est en 2023, donc 3 ans plus tard, que devant un tribunal administratif, Reporter a obtenu gain de cause et l'amende a été annulée. C'était en creux une manière de reconnaître sa légitimité à être présent sur ce terrain-là. Après, il y a eu pas mal d'autres exemples, je ne vais pas tous vous les faire, mais à certains moments, c'était également des blocages sur les aéroports, une cimenterie à Marseille, et très récemment, début d'année, Léa Gage, qui est une journaliste qui travaille beaucoup pour Reporter, a suivi une action de désobéissance civile. Il s'agissait d'aller sur le site de BASF, qui est un producteur de produits phytosanitaires, de pesticides, pour montrer la présence de pesticides interdits. Et elle a montré sa carte de presse, comme l'avait fait Alexandre Reza-Kogabi, comme l'ont fait d'autres journalistes avant. Elle a signifié qu'elle était journaliste, elle avait son brassard presse, et pour autant, on lui a pulvérisé du gaz lacrymogène à 10 cm du visage, en lui intimant de sortir de l'enceinte. Donc on a cette problématique-là quand on couvre des actions. Si je remonte encore un peu plus loin, c'était encore un peu plus grave en termes d'engagement physique et de blessures, parce que c'était Notre-Dame-des-Landes en 2018 et Marie Astier qui a eu une grenade Gliev 4 qui lui est rentrée dans la jambe, donc qui a été blessée alors qu'elle exerçait son travail de journaliste. Donc ça raconte la difficulté et l'engagement physique. Nous, typiquement, à Reporter, on n'envoie pas d'alternants, de stagiaires sur couvrir des mobilisations d'activistes et de militants écologistes, parce que il y a cette violence et cette exposition à la fois des gardes à vue ou des violences physiques. Donc ça, c'est un volet. Il y a un autre volet qui est celui des procès, qui est peut-être moins fréquent, mais qui est quand même, et là, ce plan, vous pourrez le raconter aussi, mais qui est quand même prenant en termes de temps, d'énergie et d'argent. Quand on met en cause des industries ou des personnes qui, par leurs actes qu'on raconte dans nos colonnes, portent atteinte à l'environnement, on s'expose très souvent à des droits de réponse, ce qui n'est pas trop chronophage et qui ne sont pas toujours formalisés de manière à ce qu'on soit obligé de les publier, à des menaces de procès en diffamation ou à des procès en diffamation. Et là, on en a deux. Une industrie minière au Maroc qui nous attaque en diffamation pour avoir révélé l'envers du cobalt responsable, et un milliardaire qui a fait construire un refuge de luxe en Savoie au mépris de règles environnementales. Donc c'est beaucoup d'argent, parce qu'il faut payer les avocats, c'est beaucoup de temps, parce qu'il faut monter les dossiers. Et là, peut-être je fais le lien avec Inès Léraud, dont j'ai été l'éditrice dans ma vie professionnelle antérieure sur les bandes dessinées, où il y avait eu un procès sur Algues Vertes, l'histoire interdite. Et on avait passé des mois à travailler, et on était sûr de gagner, parce que l'enquête était solide, et la personne qui avait attaqué a refusé de consigner la veille du procès. Refuser de consigner, ça veut dire qu'elle retirait, enfin elle n'est pas allée au bout de la procédure. Donc c'est des mois de travail, c'est des milliers d'euros de frais d'avocat, et puis on n'a même pas
la victoire, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler des procédures bâillons, dans le sens où ça fait qu'on y réfléchit à deux fois, ça fait qu'on fait relire quand même pas mal de nos articles par des avocats, et ça nous mange du temps, de l'énergie. Alors, Reporter va bien, je le disais tout à l'heure, on a une équipe qui est maintenant assez étoffée, et on continue à recruter. Mais pour des petits médias, pour des médias qui ont moins de monde, qui ont moins d'argent, c'est pénible. Pour d'autres médias, ça peut être fatal, ce genre de procédure. Donc voilà, il ne va pas sans peine, ce n'est pas sans risque. Et puis, le troisième volet dont on avait parlé un peu, c'est la vulnérabilité informatique. Alors ça, c'est difficile de pouvoir... On peut difficilement affirmer qui nous en veut au point de mener des attaques informatiques contre nous. Il n'empêche qu'on sait que des attaques ciblées ont été menées contre nous, et elles nous ont mangé du temps, de l'énergie, de l'argent. On a mis quelques mois avant de s'en remettre, d'avoir une version du site qui soit à nouveau aussi fonctionnelle qu'aujourd'hui. Donc on a évidemment déposé plainte. On n'a pas la possibilité, on a plein de pistes et d'hypothèses, mais on n'a pas la possibilité de savoir précisément qui. On ne peut pas s'empêcher, puisque c'était ciblé, puisque c'est une personne qui a passé une nuit à méthodiquement détruire le site de Reporter, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça a un lien avec ce qu'on publie. Donc voilà les trois facettes dont on a parlé et que je peux développer ici. Merci, oui. Et on entend parler notamment ces menaces, ces aspects de violence physique et autres, ou menaces de violence. Et pour ce qui est de procédure et procès bâillons, pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément le terme qui est employé avec regret de plus en plus dans le monde des médias, c'est instrumentaliser des mesures de justice pour bloquer simplement ou menacer finalement avec une série de procès qui a des impacts notamment pécuniaires, financiers sur une organisation de presse. Et on entend parler souvent en anglais le terme SLAPP, qui est aussi employé dans ce contexte. Chloé Richard, je vais venir vers vous dans un instant. Je vais juste... oui, c'était juste un teasing. On revient à vous juste après pour justement ces précisions en Bretagne. Mais Anne Bocandé, est-ce que ça fait notamment écho à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qu'on voit à Reporter, un rappel de ce chiffre aussi dans le monde, de ces 30 journalistes qui est le plus grave, tués en 10 ans. On attend aussi la suite dans 2 semaines, j'imagine, RSF va updater les informations autour de ce sujet. Peut-être parler un petit peu plus de à quel point ces menaces sont croissantes aussi. En effet, alors peut-être en essayant de répertorier les types de menaces sur les journalistes qui travaillent sur les sujets environnementaux, j'en ai répertorié 9 quand même, types de menaces spécifiques. En effet, des journalistes qui ont été tués en raison de leur travail. Vous avez parlé de l'Inde. En effet, sur les 28 journalistes qui ont été tués en Inde sur les 10 dernières années, la moitié travaillait sur des sujets environnementaux et la grande majorité sur des sujets liés à la mafia du sable. Donc le sable qui est une ressource recherchée et qui fait l'objet d'exploitation illégale, de réseaux de corruption, etc. Et donc notamment les journalistes indiens sont particulièrement exposés, qui veulent travailler sur ces sujets-là. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Dom Phillips, qui est un journaliste britannique qui était installé au Brésil depuis des années, qui était en train de préparer un livre sur comment sauver l'Amazonie et qui a été tué dans des conditions que je ne détaillerai pas ici, elles sont terribles. Avec son ami et guide aussi Bruno Pereira, c'était il y a 4 ans, et il travaillait justement sur ce livre-là quand ils ont été tués. Plus récemment, on a 2 journalistes, 2 confrères cambodgiens qui ont échappé à une fusillade ciblée en début d'année. Ils travaillaient sur les questions de déforestation illégale au Cambodge. Donc ça fait partie concrètement des risques
de journalistes qui travaillent sur des sujets d'intérêt public et général et qui sont menacés au Cambodge, particulièrement aussi des questions de détention. Donc ça, c'est le deuxième. On a aussi plusieurs journalistes qui nous ont alertés que parce qu'ils travaillaient sur ces sujets-là, ils étaient empêchés jusqu'à être interpellés, jusqu'à être intimidés par... souvent, ils ne sont pas retenus très longtemps, mais il n'empêche que c'est de l'intimidation. Les procédures Bayon, vous en avez parlé. En effet, Splend en est un exemple et tu pourras sûrement le détailler aussi. Mais on voit aussi du cyberharcèlement. Là, on a une journaliste, je vous fais un petit peu un tour du monde pour vous montrer aussi que nous, ce qu'on identifie, c'est que vraiment, c'est de la France au Ghana, en passant par l'Amazonie, en passant par l'Inde. Donc la question du cyberharcèlement, là, on a une consoeur ukrainienne qui a travaillé sur des questions aussi environnementales en Ukraine et qui se retrouve avec des deepfakes horribles, où on la représente avec des habits militaires de l'armée russe et ça circule et son identité, mais aussi son adresse, etc. ont été révélés sur les réseaux et ça n'en finit pas. Là, il y a encore eu une deuxième salve la semaine dernière. On le voit, vous avez parlé tout à l'heure à Reporter, la criminalisation du travail des journalistes qui couvrent certaines manifestations. Ça, ce n'est pas, notamment en France, normalement les journalistes sont protégés et doivent pouvoir exercer leur métier, qu'ils couvrent des manifestations légales ou illégales. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça fait partie des entraves aussi. Le saccage de rédaction. Ça aussi, c'est arrivé récemment dans le sud de la France, mais c'est arrivé aussi au Brésil, où là, vraiment, les rédactions, donc c'est pas seulement les journalistes individuellement, mais c'est les médias eux-mêmes qui sont exposés. Et là, on voit de plus en plus de médias, notamment spécialisés, qui nous disent maintenant, on ne dit plus où est notre adresse, on ne s'expose plus, en tout cas dans l'espace public, parce que on craint, parce qu'on travaille sur ces sujets-là. Splan a d'ailleurs été aussi visé avec d'autres médias la semaine dernière aussi de différents tags. Ça, je laisserai aussi ma collègue en parler. On parle aussi de l'entrave à l'accessibilité de l'information sur les sujets environnementaux, que ce soit l'entrave physique. Donc là, on a des confrères aussi au Ghana qui ont été empêchés d'accéder à un terrain où il y avait en tout cas de l'exploitation illégale. Ils ont été empêchés alors que c'est un terrain où ils doivent pouvoir accéder. Mais aussi, on a l'accès aux informations publiques et générales qui sont empêchées. Donc Trump, notamment, qui empêche d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Il n'est pas le seul. En Slovaquie, là, on voit qu'il y a des journalistes qui galèrent aujourd'hui, qui travaillent sur certains sujets très spécifiques liés aux sujets environnementaux et qui galèrent à avoir accès aux informations publiques et générales. Donc ça fait partie aussi d'un type d'entrave. Menace sur les sources. Ça aussi, c'est très difficile pour un journaliste aujourd'hui, une journaliste qui travaille sur ces sujets-là, d'avoir accès à des sources, parce que les sources aujourd'hui ont de plus en plus peur aussi de s'exposer si il ou elle parle à un ou une journaliste de sujets sur ces questions-là. Et ça, on l'a vu notamment, alors c'est encore au Cambodge, un journaliste britannique qui avait travaillé sur la question de la déforestation aussi, qui a été, lui, empêché de revenir. En tout cas, il est sorti du pays, il a voulu revenir, on l'a empêché, il a découvert qu'il était sur une liste noire et qu'il ne pouvait plus accéder au pays, mais en plus, il a découvert aussi que ses sources avaient été interpellées et menacées aussi parce qu'elles apparaissaient dans le documentaire de ce journaliste-là. Donc ça, c'est des exemples très concrets d'entraves. Donc normalement, il y en a 9, si vous avez bien suivi. Moi-même, je suis plus sûre si j'ai bien dit les 9, mais en tout cas, 9 types d'entraves spécifiques et on peut faire le tour du monde comme ça avec ce type d'entrave. Les 9 types cités qui dressent le bilan dans le monde de blocage, de menaces, et on voit bien que c'est à tout niveau en fait. Et on voit cet écho en France, comme on a dit tout à l'heure, et promesse tenue. Chloé, je reviens vers vous. En Bretagne, vous avez parlé tout à l'heure de la naissance de ces médias au moment autour d'une enquête. Et il y a aussi une question des algues en Bretagne. Oui. En fait, Splend a vu le jour en 2020-2021 dans un contexte où des journalistes qui enquêtaient sur l'agro-industrie en Bretagne faisaient l'objet de pressions diverses et variées. Je crois que Splend coche les 9 cases quasiment que tu viens de présenter. Ça a commencé par... je vais commencer par parler de Morgane Large, qui du coup est une journaliste de la radio locale RKB, Radio Crest-Brez, Radio Centre-Bretagne, qui a témoigné en novembre 2020 dans un documentaire qui a été diffusé sur France Télé, qui s'appelait Bretagne, terre sacrifiée, où elle a parlé de l'agro-industrie. Le soir même, elle a reçu des appels et des messages anonymes. Elle a commencé à être harcelée aussi et insultée sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, ses roues de voiture ont été déboulonnées. Ça s'est produit en tout 3 fois.
Il y a eu ça. Elle avait des chevaux dans une parcelle chez elle. La clôture a été sautée, les animaux étaient en divagation. Les portes des locaux de RKB ont été défoncées. Son chien a été empoisonné. Donc elle a cumulé tout ça en très très peu de temps. Il s'est passé ça, et aussi au même moment, il y avait Inès Léraud qui déjà avait fait son journal breton. C'était une série de podcasts sur France Culture, sur les pieds sur terre, sur l'agro-industrie en Bretagne, qui déjà avait été déjà en 2016-2017 un peu, on va dire, mal accueillie, ou accueillie de façon brutale dans les fermes où elle voulait aller enquêter. Et au moment où la BD est sortie, ça a pris un tournant où elle a eu, à ce moment-là, je ne sais plus si c'était 2, en tout, elle a eu 3 procédures bâillons, dont 2 à ce moment-là. Une 3e, c'était l'année dernière, en mai, pour une enquête de Splend. Et en fait, dans ce contexte, en Bretagne, des journalistes qui étaient proches d'Inès et Morgane ont décidé de créer un collectif qui s'appelait Kelawin, qui veut dire informer en breton. Et c'était au plus ou moins, du coup, fin 2020, début 2021, une tribune avait été diffusée, notamment sur Reporter, pour réclamer le droit, en tant que journaliste, d'écrire, d'enquêter sur l'agro-industrie en Bretagne, sachant que c'était un peu un angle mort médiatique. On a un fort maillage territorial en termes de presse locale en Bretagne, mais avec aussi des annonceurs qui sont l'agro-industrie, dans les pages du Télégramme ou de Ouest France, où du coup c'est des médias où on trouve peu d'enquêtes. Il y avait un boulevard médiatique sur ça. Donc à la base, ça devait juste être un collectif de journalistes qui soutenaient leurs consoeurs. Finalement, il y a eu un engouement assez fort autour de ça. De là, l'équipe de cofondateurs s'est dit, et si on crée un média ? À la base, c'était un média, 2 pigistes enquêteurs qui, via Splend, du coup, faisaient des enquêtes. Petit à petit, ça a grossi. Aujourd'hui, il y a 5 postés. 2 personnes vont être encore recrutées prochainement pour de l'administratif. On développe de plus en plus les piges. Et Splend est passé d'un média qui veut faire de l'enquête sur l'agro-industrie à un média qui fait de l'enquête sur différents sujets. Mais le média continue à être inquiété et à faire l'objet de pression. Du coup, comme je disais, Inès Léraud et Christine Falchon ont fait encore l'objet d'une procédure bâillon en mai dernier, d'un très très gros porcher, Philippe Bizien. Il me semble que, je ne sais plus, entre le moment où la plainte a été déposée, où il s'est retiré, il a dû se passer quelques semaines, c'était assez court. Mais quand la plainte a été annoncée, Splend avait lancé une campagne de dons. Et ce qui était assez magique, c'était de voir le soutien qu'il y a eu. En une semaine, 70 000 € ont été récoltés alors que 50 000 étaient réclamés. Ils ont dû arrêter la campagne de dons parce qu'ils ne savaient plus quoi faire de l'argent, en fait. La plainte a été retirée. Il n'y a pas eu des mois et des mois de préparation au procès, mais il y a quand même un gros coup de stress. Enfin, les gendarmes sont arrivés chez Inès et Christine. Et dernièrement, l'atteinte au journalisme environnemental, en fait, elle mute un peu. On n'a plus récemment d'exemples, à part un, d'attaque à l'intégrité physique. Récemment, avec du coup Christine encore, on devait aller couvrir une soirée en Bretagne, en Finistère, du département sur le plan RSA de Maël de Calan, qui est un ancien des Républicains et de McKinsey, qui dirige le département du Finistère. Et on avait fait une enquête à Splend sur comment est-ce que le département visait notamment les paysans RSA pour les faire sortir du RSA, enfin les faire renoncer à leurs droits. Et ça se traduit d'une certaine manière par une forme de harcèlement institutionnel, au point où la CGT d'ailleurs a porté plainte, enfin a cité à comparaître le département à ce sujet. Et on a voulu assister à la soirée avec Christine, on a été refusés. On a vraiment été traités comme du poisson pourri à l'entrée, alors qu'on avait vraiment les feuilles d'émargement sous nos yeux. Ouest France et le Télégramme ont pu rentrer. Mais il y avait d'autres médias bien sur place accrédités. En fait, c'est ça. Ils ont vraiment monté leur com d'une certaine manière. Parce que déjà, pour ce papier RSA paysan, ils ne m'avaient pas répondu. Et je n'avais pas compris qu'il y avait une sorte d'hostilité du département vis-à-vis en tout cas de mon travail. Parce que j'avais déjà fait 2 papiers aussi pour Reporter sur les algues vertes en Bretagne et une charte d'installation en milieu rural qui avait été mise en place par le département et par les notaires, où maintenant quand on achète une maison en Finistère, dans l'acte de vente, il y a marqué grosso modo qu'on ne peut pas se plaindre si une porcherie veut s'étendre. Et en fait, je n'avais pas eu de réponse, mais je n'avais pas compris que c'était par hostilité. Je pensais juste qu'ils se sont dit, qui c'est, Chloé Richard, on a 15 000 mails par jour, on ne va pas le traiter. Mais en fait, ce soir-là, on a été refusés. Christine a été brutalisée. Il y avait des vigiles qui étaient là, qui faisaient vraiment chien de garde. Quand ils m'ont vu arriver, j'ai entendu mon nom être cité, et Christine a essayé de lui saisir sa caméra. Officiellement, le département s'est défendu en disant que déjà, on était un bloc d'extrême gauche et pas un média, et que c'était une soirée privée,
Il y avait 200 patrons locaux. Donc, en plus, c'était une soirée devant le patronat local. 200 patrons locaux qui étaient présents, 1500 invités. À ce moment-là, à ce stade, c'est une soirée publique. Et donc, il y a eu ça qui s'est passé récemment en termes d'attaque au journalisme environnemental. Et il y a quelque chose de plus pernicieux qui se passe aussi, c'est que maintenant, on ne nous répond plus. Comme je disais, j'avais déjà eu l'exemple pour des papiers pour reporters, pour le RSA paysan, mais aussi pour une longue enquête qu'on a fait récemment sur les lycées agricoles, où on voulait savoir qui était dans les conseils d'administration, ou même n'importe quoi, juste savoir pourquoi la région Bretagne donnait autant d'argent aux lycées privés, alors qu'on sait qu'ils ne suivent pas vraiment le programme, que c'est complètement noyauté par l'agro-industrie. Et où on n'avait pas de réponse, où on se faisait balader. On avait beau faire des demandes CADA, d'accès aux documents administratifs, avec que des avis favorables, on ne nous répond pas. Ou le pire, c'est qu'on nous répondait, à la région Bretagne, on nous a répondu qu'il y avait un problème de logistique, donc ils ne pouvaient pas décrocher. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de réseau à Rennes. Il s'est passé ça. Et pareil, la région Bretagne encore, qui nous avait répondu avec des pièces jointes, c'était des captures d'écran, on ne sait pas de quoi, parce que c'était pixelisé. C'était exaspérant, quoi. Mais du coup, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, c'est que maintenant, on ne nous répond pas. Et on se mange des portes qui sont assez aberrantes, alors que j'ai travaillé à Telegram, j'ai travaillé à West France, j'aurais pas eu ce problème. Enfin, à l'époque, je ne faisais pas non plus ces sujets-là, mais je n'avais pas de problème comme ça. Il y a un traitement différencié. C'est ce que vous disiez, c'est vraiment une évolution dans le type de menace qui existe. Là, vous avez mentionné les 9 et voilà, vous avez coché toutes les cases comme vous avez dit tout au début. Mais aussi cette sorte d'omerta qui arrive, cette blocus d'informations sensiblement, à la fois pour ce droit de réponse qui n'existe simplement, il y a zéro réponse, et aussi en même temps pendant ces rencontres publiques où il y a un tri qui visiblement est fait par les médias. Vous souhaitez réagir à ce... Oui, allez-y. Rajouter, en plus, dans les documents qu'on réclame, c'est des données publiques que n'importe qui peut réclamer. On dit non à nous les journalistes, mais en fait, elles devraient déjà être déclarées. La liste des CA, des lycées agricoles, des conseils d'administration est censée être déclarée aux préfectures comme n'importe quel asso, et c'est pas le cas. Donc c'est aussi des données publiques. Oui, c'est un droit d'avoir accès aux données publiques pour des médias accrédités. Oui, j'abonde complètement. On voit cette tendance se renforcer à une époque, quand quand Inès Leroux a travaillé sur la bande dessinée. Il y avait pas mal de langues de bois et des réponses qui n'en étaient pas, mais quand même, il y avait des interlocuteurs. Donc, on pouvait mettre en scène la non-réponse, on pouvait voir ce qu'elle avait, on pouvait la voir dans toute sa vacuité. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que tu racontes, c'est des non-réponses qui ne disent pas leur nom et qui nous empêchent d'avoir accès à une information qui, légitimement, devrait être accessible aux citoyens et citoyennes. Je voulais juste rappeler aussi à l'échelle nationale et très récemment, pour rebondir sur ce qui est arrivé à la Morgane Large en termes d'intimidation, mais il y a eu la plainte déposée contre X par Le Monde, Stéphane Aurel qui travaille sur les PFAS, avec 3 tentatives de cambriolage, 3 vols, tout ça en un temps très restreint. Donc ça, c'est aussi à l'échelle nationale quelque chose qui témoigne de la violence de ces pressions. Mais j'ai le sentiment qu'à l'échelle locale, pour le coup, vous êtes directement, et c'est en ça que ce plan est une super histoire et en même temps combat et publie dans l'adversité, parce que ce sont des gens que vous croisez. Enfin, le tissu social est assez dense et resserré, et ça participe de ce climat et de ce qui n'est pas du tout le cas à ce plan, parce que ce sont des journalistes tenaces et valeureux, et que tout est fait pour se soutenir. Mais on peut très bien comprendre pourquoi des journalistes hésitent à 2 fois avant d'employer tel mot, d'écrire telle phrase, et comment des processus d'autocensure peuvent se mettre en place aussi. Oui, l'autocensure. On n'a pas employé le terme encore, mais je pense qu'on pourra en reparler. Mariam, je souhaite revenir vers vous. Il y a des éléments ici qui vont faire écho ou pas. Le contexte est complètement différent. Mais quels sont les enjeux pour vous, justement pour transmettre l'information? Vous avez dit tout à l'heure pour éduquer presque dans le contexte dans lequel vous travaillez. Oui, comme les autres
invités, comme les autres invités, ils ont déjà abordé qu'il y a des menaces contre les journalistes qui travaillent sur le sujet environnemental. En Afghanistan, c'est pareil, mais sauf que avec le régime ultra rigoriste des talibans, on voit qu'ils ont ouvert pour certains sujets, comme pour les sujets environnementaux, que ça peut apporter l'argent pour eux, ils sont bien ouverts. Ils ne mettent pas restriction pour les journalistes, pour les médias de faire reportage, par exemple, sur le pénurie d'eau ou les choses que ça peut, ou pour le sujet que ça peut apporter l'argent pour eux, tout simplement. Mais, par exemple, sur le sujet de l'exploitation des mines, les métaux précieux, c'est tout le temps, c'est problématique pour les journalistes afghans et c'est un enjeu pour nous. Mais heureusement, avec les initiatives qu'on a eues, on a bien vu qu'en Afghanistan, on a toujours, même dans les régions rurales, les gens, ils ont accès à l'Internet. On a demandé les citoyens afghans de nous envoyer leur narration, leur histoire par rapport de ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Par exemple, on voit que j'ai fait un monitoring sur les médias français, comment ils ont traité le sujet de l'exploitation de mines dans le nord d'Afghanistan, mais ils ont les journalistes qui sont avec beaucoup de restrictions, mais ils n'ont pas travaillé par-dessous, mais avec les messages et les contenus qu'on a reçus par notre numéro de WhatsApp, on a reçu beaucoup de films, beaucoup de vidéos et messages par les citoyens et on nous a raconté qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment l'exploitation illégale à Badakhshan et à Tahor a pollué l'eau, et les rivières, le terre, et comment ça a provoqué la colère des agriculteurs. Et grâce à ça, on pouvait faire les reportages plus profonds. Mais toujours, il y a les enjeux parce qu'on n'a pas les journalistes avec les répressions brutales de talibans contre les journalistes. On peut dire que 90% des journalistes ils sont contraints de fuir l'Afghanistan. Ils ont se précipiter vers les pays voisins. Au Pakistan, ils attendent dans les pays troisième pays pour d'être évacués, ou ils ont déjà évacué dans les pays deux autres pays. C'est pour ça on n'a pas les journalistes expérimentés qui peuvent travailler sur train et traiter le sujet de l'environnement, mais nous, loin de notre pays, avec la collaboration de citoyens et le peuple d'Afghanistan, quand même, on a réussi de faire le reportage sur les sujets de l'environnement. On pourrait continuer sur ces sujets dans un instant et envisager aussi dans une deuxième partie l'avenir et ou le mot solution, si elle existe. Je souhaite juste passer peut-être la parole dans un premier temps en public. S'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est l'idée aussi des assises, c'est un échange avec vous ici. Si jamais il y a des questions qui vont mûrir dans la deuxième partie, n'hésitez pas. Il y a une petite question. Je vais vous apporter un... C'est la question tout de suite des solutions. Voilà. On va prendre ces questions ici, puis on va voir... Juste, vous parliez tout à l'heure de journalistes, je crois que c'était vous qui allez sur le terrain. Des journalistes qui allaient sur le terrain, toujours avec le brassard presse qui se présentait, etc. Mais on voit aussi dans des lieux de reportage assez tendus que parfois les journalistes deviennent une cible en fait quand ils sont trop identifiés. Donc, est-ce que ça veut dire que vous envisagez de changer vos procédures ou de faire autrement ?
Je pense que des journalistes, identifier journalistes pour faire leur travail de journaliste, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas si Reporters sans frontières aurait des préconisations à ce sujet, mais nous, on n'a pas envie d'y aller sans dire... Enfin, quand je dis nous, c'est les journalistes de Reporters qui vont sur le terrain, sans dire qu'ils sont journalistes, et on n'a pas envie de s'empêcher de couvrir les reportages, enfin de couvrir les actions de militants écologistes ou de partir en reportage parce que à chaque fois les évaluations des risques elles sont ce qu'elles sont, des évaluations, donc on n'a jamais de certitude quant à est-ce qu'il y aura des violences ou pas, est-ce qu'il y aura des intimidations ou pas. On pourrait s'empêcher de tout couvrir au motif que potentiellement ça peut être dangereux. Après, on essaye de jauger sur place. Et le credo chez nous, c'est quand même on y va. Et après, on n'attend pas de nous des actes de bravoure. Si on sent que ça chauffe et que l'intégrité physique est menacée, personne ne reprochera à quelqu'un d'avoir fait 3 pas en arrière et de s'être préservé. Mais je ne sais pas si vous avez des recommandations. Les recommandations, elles sont exactement celles que tu viens de dire. Je pense que c'est important que les journalistes puissent continuer d'être identifiés, d'être identifiables, parce que c'est plutôt à celles et ceux qui les violentent d'être mis en face de leur responsabilité, de devoir protéger les journalistes. Et là, je parle à l'échelle de belligérants, comme on peut le voir, d'État, mais aussi, en effet, quand les journalistes couvrent des manifestations diverses et variées. Après, ce qui est certain, c'est que nous, on a de plus, parce que nous, on fait aussi on prête du matériel de protection pour les journalistes, que ce soit des casques ou des gilets ou des brassards. Et de plus en plus nous demandent des formats où ils puissent être enlevés. Et donc d'avoir le choix en fonction des situations et en fonction de l'évaluation des risques, d'être protégés, mais de pouvoir ou non être identifiés. Voilà. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qu'on voit comme grandissant en termes de demande, en tout cas. Oui, bonjour. Je voulais vous demander s'il y avait un moyen de croiser vos informations avec d'autres médias. Par exemple, les médias d'investigation qui sont un petit peu plus institutionnalisés, comme je pensais à Envoyé spécial ou des émissions d'investigation, où on peut peut-être être protégé par le média en question, sans se retrouver complètement... je pensais notamment à Chloé, qui peut peut-être se retrouver du coup isolée par rapport à son travail. Et j'ai une autre question aussi, c'est par exemple un journaliste comme Victor Castanet qui écrit des bouquins quand même où il dénonce des choses très, très fortes, des phénomènes de société dans les EHPAD ou dans les crèches. Lui, il est adossé à une maison d'édition pour pouvoir se défendre. Je peux pas répondre pour Victor Castanet, mais sur la question précédente, je ne suis pas certaine que ça fonctionne J'ai juste un exemple, un contre-exemple par rapport à ça. C'était une journaliste qui s'appelle Hélène Servel qui avait travaillé avec une équipe de France 2 et qui enquêtait sur les travailleurs sans papier, les saisonniers dans les exploitations de fruits et légumes du sud de la France et qui s'était fait charger par un pick-up et le caméraman de France 2 avait été violenté. Une plainte avait été déposée. Donc là, on était sur de la télé, on était sur de grosses émissions et pour autant, il y avait eu une agression physique et donc ça peut faire part. En tout cas, moi, je suis persuadée, et sans doute à ce plan aussi, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, on co-publie avec d'autres médias indépendants. Je suis persuadée que l'union fait la force et qu'on a tout intérêt à relayer nos informations, à se donner plus d'écho et plus de force ensemble, et aussi à se mobiliser les uns les autres quand l'un de nous est attaqué avec des procédures bâillons, dans la mesure de nos forces, de nos équipes de communication, voilà. Mais et avec le soutien de structures comme Reporters sans frontières, je ne sais pas si des médias plus institutionnalisés protègent tant que ça. En tout cas, cet exemple vient me dire que pas tant. Peut-être juste la question de travail et collaboration avec d'autres médias, le croisement, Chloé, pour des enquêtes, ou est-ce que le travail propre d'enquête chez vous, son indépendance est critique? Est-ce que vous collaborez avec d'autres médias en soi? Oui, le but de Splend, par exemple, à la base, c'est pas de faire du volume.
c'est de faire plus, on va dire, de la qualité des enquêtes qui prennent du temps et d'avoir un impact. Le but, c'est pas d'avoir tous les jours une publication où on n'a pas un objectif de maquette à remplir. D'où en fait le fait que quand on a des sujets, on pense qu'ils peuvent avoir une audience autre que locale ou régionale, il y a des partenaires vers qui on se tourne. Donc il y a Reporter, il y a Mediapart, il y a France 3 Régions, il y avait déjà eu Elle aussi. Parce que le but derrière, c'est que c'est pas juste d'avoir de l'audience. Enfin, la plupart de l'audience, en fait, elle se fait même sur les réseaux sociaux et pas sur le site même de Splend, ou elle se fait sur les autres médias qui ont plus d'audience, comme Reporter ou Mediapart. Splend, ça reste encore petit. Et le but, c'est vraiment que les concernés ou les décideurs ou que des victimes puissent faire entendre leur voix et que potentiellement il puisse y avoir un impact positif derrière et pas d'entrave quelconque. On va bien arriver à cette question des solutions après. Il y avait d'autres questions juste ici, et puis le monsieur, et puis ici. Oui, merci pour tous vos témoignages. Donc, Célia Gauthier, Expertise Climat. Donc, on a beaucoup entendu des situations. Est-ce que vous pourriez nous parler des causes, selon vous, et au-delà évidemment des intérêts et des intérêts que ça dénonce, enfin en tout cas que les enquêtes peuvent vouloir mettre en lumière. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre du rôle des médias, de la confiance dans les médias, de la défiance dans la société? Je pense notamment à pas mal de journalistes qui, au moment où les mobilisations agricoles ont repris, qui faisaient vraiment du news, nous disaient en fait on a changé nos règles, on n'ose plus aller couvrir les mobilisations. On y va, mais on n'y va plus tout seul parce que les mobilisations agricoles sont devenues violentes et on fait gaffe. Donc ça, c'est pour les chaînes d'infos en continu. Et c'est compliqué pour nous et on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Donc il y a beaucoup de colère. Donc c'est pas uniquement pour le journalisme environnemental. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces causes et à finalement cette situation qui est assez généralisée? Oui, les causes derrière les constats, peut-être. Anne, vous souhaitez réagir un peu? Vous avez 2 heures. Peut-être le point de départ. Si on regarde la carte mondiale de la liberté de la presse qu'on sort chaque année et qu'on va dévoiler là dans quelques jours pour la nouvelle, évidemment, malheureusement, en tout cas, elle se teinte de plus en plus de rouge. Donc ça veut dire, quand je dis qu'elle se teinte de plus en plus de rouge, c'est que la liberté de la presse, aujourd'hui, elle se mesure sur 5 critères. À la fois le volet sécuritaire, est-ce que les journalistes sont protégés dans l'exercice de leur métier? Sur le volet légal, est-ce que les lois, en tout cas le cadre légal, les protège ou non? Ou est-ce qu'au contraire, il vient les empêcher plus que les protéger? Le contexte social, est-ce que les journalistes peuvent travailler sans discrimination? Le contexte économique, est-ce que les journalistes et les médias ont les moyens de travailler? Et le contexte politique, est-ce que les acteurs politiques protègent et défendent la liberté de la presse ou au contraire la dénigrent, l'attaquent, etc. De fait, sur ces 5 critères, la liberté de la presse se dégrade. Donc de fait, c'est assez multifactoriel le lien et le rapport aujourd'hui à l'information fiable et à la manière dont elle est protégée. Donc il y a en effet la question de la méfiance, mais la défiance, elle vient aussi quand on regarde, et encore là, hier, Donald Trump a menacé un journaliste de le mettre en prison s'il ne traitait pas, en gros, l'Iran ou révélait pas ses sources sur l'Iran comme il le souhaitait. On voit bien que quand on a des écosystèmes aussi politiques, même dans des espaces qui se réclament de démocratie et qui ne protègent pas la liberté de la presse ni les journalistes, de fait, à un moment donné, c'est un peu donner des exemples pour que d'autres s'attaquent à la presse et aux journalistes. Donc, pour moi, c'est multifactoriel. Après, la question de l'économie des médias. Aujourd'hui, là, si je reste sur les États-Unis, les médias de proximité disparaissent par centaines aux États-Unis depuis 5 ans. Et on voit que là où il y a plus de médias de proximité, la désinformation grandit. Qu'on s'est énormément habitué à consommer de l'information gratuitement. Or, le fait c'est que ça coûte de l'argent, tu le disais bien tout à l'heure, mais non seulement les pouvoirs publics ne financent plus, en tout cas ne soutiennent plus autant, si je fais de la généralité, je fais de manière très globale, mais aussi ça se matérialise pas non plus par du soutien direct non plus suffisant aujourd'hui à la presse. Donc en fait c'est un peu tout ce... Et quand on parle de droit international, protection des journalistes sur le terrain, on voit qu'aujourd'hui dans des contextes de guerre où là aussi il y a des droits le droit international protège normalement les journalistes, il y en a certains qui donnent des exemples aujourd'hui terrifiants sur on peut cibler les journalistes, on peut pendant 2 ans leur interdire l'accès à un territoire et c'est OK. Donc
c'est un peu dramatique quand je le pose comme ça, mais c'est qu'il faut replacer la question du journalisme et de l'information fiable au centre de nos intérêts politiques aussi, nous, en tant que citoyens, et de le faire remonter à tous les échelons. Et voilà, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Juste pour creuser un peu plus loin, et puis il y a une autre question. Juste, on pourrait appliquer ça à beaucoup de formes et de sujets de journalisme aussi, que c'est pas que le journalisme environnemental en soi, mais est-ce qu'il y a une particularité aussi, peut-être en France, qui voit aggraver ces menaces, notamment avec le sujet environnemental? Est-ce que, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, Amélie? Pour ce qui est de couvrir les mobilisations sociales, c'est pas uniquement le journalisme environnemental, dans le sens où, au moment des Gilets jaunes, les photographes qui étaient, eux vont chercher l'image, donc ils peuvent difficilement faire 10 pas en arrière. Enfin, il serait mieux parfois de le faire, mais bon, c'est très difficile de jauger des risques. Donc, ils s'étaient structurés, mobilisés, parce que le matériel cassé, des blessures. Donc, on n'était pas sur des mobilisations environnementales, on était sur des mobilisations sociales, des manifestations. Par contre, nous, ce qu'on voit sur les causes, c'est que la criminalisation des mouvements écologistes, des activistes qui se mobilisent sur ces sujets-là, elle se diffuse aux journalistes qui vont couvrir. Et on peut déplorer les deux, d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément opposé l'un et l'autre. Donc, on peut y voir une volonté de à minima, ne pas laisser se développer ce type de mobilisation de la part de l'État. Et puis après, pour les industriels qui ont plutôt tendance à utiliser des voies type procès, attaque, poursuite en diffamation, là, il s'agit déjà de dire on a attaqué en diffamation, donc de laver leur honneur, quand bien même la procédure n'aboutit pas, ou quand bien même les attaques sont infondées. Donc c'est pour pouvoir, enfin c'est un effet d'affichage, quoi, de dire ils ont sorti telles informations, mais nous avons attaqué en diffamation. Manière de semer le doute quant à la crédibilité de ce qu'on publie. Donc voilà, sur les causes, moi je vois des causes de côté industriel, de com finalement, de travail d'image. Dans un climat politique polarisé, suivant les 12 mois à venir. Monsieur, il y avait une question. Justement, c'était sur les politiques. Vous reveniez sur le La sujet. transition était bien, là. Voilà. Merci. Le sujet de Maëlle de Calan et cet événement à Splan qui vous a refusé l'accès à cette manifestation. Il y a aussi le cas de Nassir Al-Moadem qui subit actuellement des menaces de mort et qui justement dénonce le silence du gouvernement et d'autres politiques à ce sujet. Par rapport aux mutations des menaces dont vous parliez, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une sorte de libération de la violence politique à l'encontre des journalistes ? Il peut y avoir de ça, où je dirais que globalement, il y a peut-être une défiance plus croissante vis-à-vis de la presse indépendante, puisque ça ne concerne pas que les sujets agro-industrie ou environnement. Finalement, il y a aussi, je sais qu'à Splend, pour une enquête sur l'hôpital public, il y a 3 hôpitaux qui réclament tant d'argent à Splend parce que soi-disant procédure abusive, alors qu'on a juste réclamé des PV que d'autres hôpitaux ont donné sans problème. Mais en tout cas, moi je sais que ce qui s'est passé en Finistère avec Maëlle de Calan, en même temps, à Lyon, à rue 89, il y avait un journaliste qui avait été refusé aussi à un événement d'un homme politique. Moi, je me souviens m'être dit que même à un échelon local, maintenant, on pouvait avoir ce genre de problème. C'est pas non plus l'affaire Kadhafi-Sarkozy, Maëlle de Calan et le RSA. Et je me suis dit, les hommes politiques, mais même, moi, je le vois aussi dans des maires de petites communes, ne supportent plus être contredits. Et je pense qu'on a aussi peut-être perdu l'habitude de contredire ces personnes-là, et que ça choque un peu, ça rebute. Je pense que Maëlle de Calan ne supporte vraiment pas d'être contredit. En tout cas. Mais en tout cas, moi, j'ai cette impression-là où on est surpris, et du coup, on se dit, ces gens-là se sentent attaqués, ou c'est des articles à charge. Mais en fait, ça fait partie du jeu démocratique. C'est des hommes politiques qui veulent ou façonner l'imaginaire, ou dicter le quotidien des gens par des politiques publiques, par n'importe quoi. Ils doivent rendre des comptes. Et la presse est là pour ça de base. Et en fait, s'ils oublient ça, ils oublient une des bases par lesquelles ils sont arrivés aussi au pouvoir en étant élus, d'une certaine manière. C'est un peu, en tout cas démocratiquement, je pense que c'est un peu un signal d'alarme négatif. Et
Et en fait, c'est lié à la question de la force économique et les modèles économiques de nos médias, dans le sens où si on veut contredire, si on veut chercher ce qui ne va pas et juste... et faire autre chose que de relayer des communiqués de presse et des informations institutionnelles officielles, alors il faut le temps de l'enquête, et le temps de l'enquête, c'est du temps journaliste, et c'est de l'argent, en fait. Et c'est pour ça que ça va un peu sur le volet solution, mais ce qu'il faut, c'est des médias indépendants dont on ne dicte pas la ligne éditoriale, qui, dans le meilleur des mondes, sont comme Splan et Reporters associatifs, donc à but non lucratif, donc on ne va pas chercher à faire de l'argent pour faire de l'argent, on cherche à avoir les moyens de notre métier et de notre pratique journalistique, pas plus, mais pour creuser, pour éplucher des rapports, pour faire les demandes CADA, pour faire le contradictoire, pour recouper des sources, ça demande des dizaines de coups de fil, des centaines de pages de rapports, et ça demande des personnes qu'on peut payer à faire ça, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus simple de bâtonner un communiqué de presse, et c'est là où je rejoins peut-être que c'est à l'échelle locale aussi, les élus ont perdu l'habitude d'avoir ce vrai travail journalistique, parce qu'on parle de journalisme d'investigation, mais en fait il faudrait que ce soit, le journalisme, c'est aller chercher de l'information, donc il n'y a pas le grand journalisme d'investigation et puis du journalisme plus quotidien. Aller chercher l'info qui dérange, ça fait partie du métier de tout le monde. Et sur les sujets environnementaux, très souvent, c'est des enjeux de santé publique, c'est des enjeux de pollution, c'est des enjeux que pas mal de pouvoirs industriels ou locaux ont envie de garder cachés. Oui, c'est une partie. Le paysage dans lequel les journalistes opèrent aujourd'hui qui bouge, qui change face à plusieurs défis, de nouveaux défis. Monsieur. Oui, merci. J'ai deux petites questions à vous soumettre. Alors, pas plus tard qu'hier, ma fille... Alors, la première question. Ma fille m'a mis entre les mains un livre. Elle me dit, papa, il faut que tu lises ça. Et en l'occurrence, c'est Algues vertes de l'histoire interdite. Donc, Inès Léraud et Pierre Van Hove. Et j'ai découvert ça hier. Et j'étais bluffé parce qu'en fait, c'était des informations que moi j'avais lues depuis 40 ans au moins. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé une bande dessinée qui finalement fait la synthèse de toute cette action militante. Et je me suis dit, waouh, le boulot, quoi. Donc, en termes d'avenir, je me suis dit, la BD est un très beau vecteur qui permet effectivement de toucher à ce problème de santé publique. Mais en même temps, je me suis dit, waouh, là, c'est un combat de 40 ans, quoi. C'est un combat de 40 ans, je veux dire, c'est colossal comme boulot, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire, bon, c'est quand même un travail de longue haleine, hein, je veux dire, voilà, donc c'était un peu ma première remarque sous forme de question, donc je ne veux pas vous décourager, mais en même temps, c'est un travail de longue haleine, voilà. Et puis, il y a une autre dimension que j'ai entendue là dans les réactions de la salle. J'ai entendu parler des manifestations agricoles qui sont violentes, hein, qui font peur aux journalistes. J'ai entendu parler des gilets jaunes, où là aussi, où c'est dit que les journalistes ont été très très mal, des fois, très mal accueillis. Et puis, j'ai entendu aussi la libération de la violence. Et là aussi, j'ai une question par rapport aux réseaux sociaux, parce que pour avoir vécu ça à travers les réseaux sociaux, où notamment, on constate qu'il y a des influenceurs, des malfaisants, ce que nous on appelle des malfaisants, qui en incitent d'autres. Donc, on a des idiots utiles qui, du coup, sont amenés à intervenir sur le terrain. Et donc, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que vous avez aussi conscience de ces malfaisants, de ces usines à trolls qui nous empoisonnent la vie et qui en envoient d'autres au charbon? Un jour, on voit David Colomb, La guerre de l'information. Merci. Merci. Peut-être sur les algues vertes, c'est ce travail de longue haleine. Oui, je vous en prie. Oui, les algues vertes, c'était 2019, Algues vertes, l'histoire interdite, mais en fait, c'est l'aboutissement d'un travail démarré dans le journal breton sur France Culture. C'est finalement mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle, et c'est un puzzle qui a été construit pendant des années, en termes de recherche d'informations. Le travail mené par Inès Léraud est en effet colossal, mais il y a eu plusieurs vies sur plusieurs formes. À la base, c'était 35 pages dans la revue dessinée, à l'époque où j'y étais, et 35 pages, on se dit, mais ça tient pas, l'histoire mérite beaucoup plus que 35 pages, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire un album, avec des éléments qu'elle est allée chercher pour la bande dessinée, mais aussi des éléments qu'elle avait glanés au cours des années précédentes et du travail radiophonique mené pour France Culture. La bande dessinée, elle a cet intérêt-là, c'est de mettre côte à côte toutes les pièces, d'avoir un effet masse qui est assez salutaire. Et pour rebondir...
Ouais, oui. Nous, on modère. On a un énorme boulot de modération des commentaires et les attaques en masse. Ça, c'est quelque chose qui se voit très fréquemment. Et c'est aussi une menace pour la santé mentale des journalistes à ne pas négliger la vie numérique. Ça fait partie de la vie et c'est quelque chose d'assez préoccupant. Je crois qu'Inès Leroux a été pas mal attaquée sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle n'y est plus d'ailleurs. De la sortie de sa BD, elle avait été annoncée morte sur Wikipédia. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est le jour où la BD est sortie, la fiche Wikipédia d'Inès a été modifiée, elle a été annoncée comme morte. On a le temps pour 3 autres questions et puis vraiment on va passer à la question solution. Moi je voulais juste rajouter un truc par rapport aux algues vertes, mais en fait aujourd'hui on parle d'une BD un succès, il y a eu un film, et pendant des années Inès a eu du mal à sortir ces sujets. Comme vous disiez, ça fait 40 ans en fait que des militants de Haut et Rivière de Bretagne alertent sur le sujet. Moi, j'ai grandi en Bretagne, le sujet, on le connaissait déjà, on savait déjà d'où venaient les algues vertes. Et je me souviens déjà quand Journal Breton est sorti à l'époque, puis la BD, avec des copines où on a grandi vraiment dans le Trégor, où c'est très porché, où on a connu vraiment les échouages en baie de Saint-Brieuc, à Plestin-les-Graves, etc. On s'est dit enfin un sujet comme ça sort, enfin quelqu'un ose en parler. Mais Inès, elle le disait, pendant des années, elle a galéré, elle en vivait pas. Et finalement, c'est devenu une BD à succès. Il y a eu un film, mais il y a eu aussi médiatiquement des angles morts, des difficultés à vendre les sujets. Il y avait moins de presse indépendante aussi, je pense, à l'époque, qui font que ça fait longtemps que ces sujets sont d'actualité. Mais je pense qu'avec un nouveau cadrage médiatique, des nouveaux médias qui existent aussi, ces récits peuvent peut-être facilement voir le jour, même s'il n'y a pas 15 000 médias indépendants où on peut... Moi, je sais que quand je propose une pige à reporter et que, par exemple, elle est refusée, je ne sais pas trop où la proposer ailleurs. Et je me dis, mince, il n'y a pas trop d'autres débouchés. Et c'est un peu inquiétant, alors que c'est des sujets d'intérêt général et qui sont très importants. Peut-être aussi pour répondre côté solution, je pense que le journalisme, c'est d'abord l'éthique et après, il y a plein de formats différents. Et je pense qu'il y a une des solutions, en tout cas dans l'espace médiatique aujourd'hui, c'est la diversification des formats. Et je pense que c'est intéressant, en effet, ces alliances aujourd'hui de médias sur scène, BD, formats réseaux sociaux, formats... Donc je pense qu'il y a aussi c'est aussi de ça qu'il s'agit et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et aussi quand même revenir sur la question des Gilets jaunes, ça a aussi été un moment important côté médias et critique des médias. Oui, il y a eu des journalistes... en effet, qui ont eu des difficultés à couvrir sur place, mais il y a aussi eu ça a été un momentum important pour les médias pour se remettre en cause aussi sur leur traitement médiatique de terrain, sur leur capacité aujourd'hui à continuer de couvrir l'ensemble des territoires et à pas avoir des zones de non-information, le retour du reportage, l'importance du retour du reportage, et là encore on revient en moyens, mais je pense que c'est aussi ça, ce momentum gilet jaune, et je pense qu'il est important de le rappeler aussi des deux faces en tout cas. Oui, bonjour. Alors moi j'avais une question, donc a priori plus qui concernera davantage RSF et Reporters, mais peut-être que j'ai pas toutes les infos. En tout cas, je sais qu'en 2022 vous avez été signataire de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et donc parmi les points de cette charte figure aussi une notion de solidarité entre les journalistes, etc. Enfin dans vos travaux. Et donc, quand on voit aussi ces atteintes multiformes au journalisme et surtout environnemental, moi je me demande, est-ce que vous avez trouvé, donc, après cette charte et après la signature de cette charte, auprès d'autres médias, des formes de soutien, de solidarité, est-ce que quelque chose, une nouvelle fraternité est née de cette merveilleuse charte, ou est-ce que tout le monde l'a signée et est retourné chez soi? Et du coup, est-ce que aussi, si c'est le cas, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mutualiser un peu les formats d'action et de réponse face à la censure qu'on peut subir ou aux atteintes multiformes?
Alors, plusieurs choses sur la question des... en tout cas, peut-être moi, je vais passer sur la question des formats d'action et de, en tout cas, nous, comment ça se matérialise aujourd'hui, la question de la charte et de comment aller plus loin. Aujourd'hui, nous, des formes pour aller plus loin, c'est d'avoir identifié, en effet, que dans la profession, il y avait une appétence, il y avait des choses qui se mettaient en place, qui là sont moins de notre ressort et plus le ressort de d'autres acteurs, et que là, nous, il y a un enjeu à ce que ce soit les États et la communauté internationale aussi qui, aujourd'hui, se fédèrent et signent des engagements forts sur la question de la protection de l'information. Et comme je disais au début, en effet, c'était un angle mort, la question de la protection du journalisme fiable, dans toutes les chartes sur la lutte contre le changement climatique. Et donc ça a été, nous, notre nouveau palier, ça a été notamment à la COP30, avec, sous l'impulsion avec le gouvernement brésilien, notamment de faire signer, alors pour le moment, il n'y a qu'une vingtaine d'États, et l'idée, c'est d'aller plus loin, qui ont signé une charte d'engagement pour, justement, faire de la protection de l'information, de l'intégrité de l'information et du journalisme fiable, et donc, du coup, aussi et la protection des journalistes environnementaux, une condition des plans d'action sur la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est un échelon, en tout cas, pour nous, c'est aussi important, là, de continuer de rassembler et aussi de, derrière, mettre des plans d'action en œuvre avec celles et ceux qui ont aussi les moyens de pouvoir, notamment sur la question de la protection des journalistes. C'est très concret aujourd'hui. Quand on parlait de Dom Phillips et de Bruno Pereira au Brésil, aujourd'hui, au Brésil, ils ont mis en place des mécanismes de protection spécifiques à l'échelle nationale et c'est en cours à l'échelle régionale pour mieux protéger. Alors, ça va pas encore assez loin. On est derrière leur dos avec d'autres, mais pour protéger concrètement les journalistes environnementaux. Et ça crée, et on n'est pas tout seul, on est énormément d'organisations à pousser ça. Donc ça, voilà, c'est en tout cas une partie de la réponse, en tout cas sur la question des comment fédérer, comment faire bouger les choses aussi dans la profession et de la part de celles et ceux qui sont décideurs et responsables aussi de certaines entraves. Alors moi, j'ai pas toute la réponse parce qu'en 2022, j'étais dans un trimestriel d'information en bande dessinée, donc j'étais pas encore à reporter à ce moment-là. Donc je sais pas si la charte en tant que telle, sur la question de la solidarité, elle a généré des choses. Par contre, la solidarité entre médias indépendants ou entre médias qui traitent de sujets en lien avec l'environnement, elle est certaine dans le sens où on copublie. Je pense à une enquête sur Imeris qui a été publiée par Splan, Mediapart et Reporter le même jour la semaine dernière. Ça donne de la force, ça donne du poids quand on arrive avec trois médias qui, mine de rien, chacun, c'est des forces en termes de relecture juridique aussi. En cas de procès, c'est pas la même chose si on est trois à publier. Donc on se relaie, on se coordonne pour co-publier. Et il y a des initiatives aussi à saluer. Le Fonds pour la presse libre en ce moment est en train de plancher sur un fonds destiné à l'aide juridique. Donc la solidarité, je pense pas qu'elle ait attendu la charte. En tout cas, chez les médias indés, on a bien conscience que on n'a pas la force d'un CNews, on n'a pas de Bolloré, on n'a pas de milliardaires derrière nous. Donc si en plus on fonctionne chacun dans son couloir de piscine, c'est pas servir le métier. Après, il y a une complémentarité et puis parfois c'est très bien que chacun mène ses propres enquêtes et on se relaie mutuellement dans ces cas-là. Et après sur le terrain, c'est autant de liens interpersonnels entre les journalistes qui ont l'habitude de se fréquenter parce que connaissant, couvrant les mêmes sujets, les mêmes terrains, et cette solidarité-là, je peux pas trop elle est inquantifiable, quoi. Donc on a deux questions rapides, s'il vous plaît, des deux personnes désignées pour boucler cet après-midi. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. On n'en a pas parlé jusqu'alors. Il y a un outil récent qui s'appelle l'OFALP, dur à dire, Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Et je voulais savoir si justement les atteintes que vous constatiez, vous les signalez à cet observatoire-là. Et je voulais savoir, au-delà des constats qui sont faits par l'Observatoire, quelle traduction politique il y a du signalement de ces atteintes? Est-ce que vous voyez des députés, des sénateurs s'en saisir? Gouvernement, bon, je ne pense pas a priori, mais est-ce que vous voyez des traductions politiques de ces dénonciations-là qui sont finalement anormales, quoi? Alors, pour l'exemple que je citais au tout début, à BASF, on a saisi l'OFALP, enfin, on a signalé, on n'a pas saisi, on a signalé cette atteinte et on a été très soutenu et par RSF et par l'OFALP. Après, sur les conséquences politiques que ça pourrait générer, j'en ai pas connaissance.
Merci. Moi, j'allais dire aussi pour à Splend, des membres de Splend sont à l'OFALP aussi, donc à chaque fois les signalements sont faits. Mais je sais que pour le cas de Maëlle de Calan, derrière, il y avait des élus d'opposition au département, mais aussi des élus régionaux ou locaux qui s'étaient manifestés en faveur de la liberté de la presse. Et du coup, on n'était pas complètement abandonnés, on va dire, de ce côté-là. Et puis quand bien même ça n'a pas de réalité politique, qu'il n'y a pas de députés qui s'en saisissent, ou en tout cas on n'a pas à ma connaissance, le fait de tous porter la même parole au même moment, quand même, ça a du poids. Enfin, quand RSF, le FALP, nous, on dit en fait ce qui s'est passé pour cette journaliste lors de ce reportage, ce n'est pas acceptable. Déjà, ça fait qu'on se sent soutenu, et ça n'a pas de prix, et ça nous fait des fenêtres de visibilité pour dire l'inacceptable, et des relais qui sont quand même très importants. Comme ça. Sur la question de la traduction politique, il faudrait savoir plus spécifiquement de quoi on parle, parce qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, il y a une législation qui est proposée, notamment sur un certain nombre de renforcements pour le droit de la presse, par exemple, et donc en fait, la question des atteintes dont on a parlé, ça rentre souvent dedans, sur la question de protéger le secret des sources, garantir l'accès à l'information, lutter contre l'impunité des crimes commis ou des entraves commis contre les journalistes. Donc généralement, ça rentre dans déjà, ou alors même à l'échelle de Europe, à l'échelle de l'Union européenne aussi, sur la loi sur les médias qui est rentrée en vigueur, le règlement, en août dernier. Donc généralement, c'est à ces endroits-là que le combat politique aujourd'hui il est, et qui recouvre l'intégralité de la profession. Monsieur, allez-y. J'aimerais savoir comment vous avez prévu de faire évoluer vos médias pour s'adapter. Comme le sujet de l'environnement est un sujet qui veut toucher le maximum de personnes pour sensibiliser, comment vous voulez faire évoluer vos médias pour toucher un maximum de personnes? Là, on parle beaucoup de sujets d'enquête, qui sont des sujets souvent longs. J'ai regardé un peu la chaîne YouTube de Reporter, et c'est des vidéos d'1 heure souvent. Dans une évolution des jeunes qui poussent à des formats courts, comment vous faites évoluer vos médias et votre écriture pour vous adapter à toucher un maximum de personnes? Je vais peut-être laisser dans un premier temps Mariam réagir à cette question sur son média, et puis on peut revenir sur la situation en France. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet de l'environnement, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Même quand je parle avec mes collègues, moi je travaille en ce moment en tant que pigiste freelancer pour une chaîne de télé qui est à la base à Londres. Même quand on parle avec... quand la dernière fois, on a reçu un vidéo de la part de notre audience par rapport des frustrations et les arbres qui s'étaient abattus par les talibans. Et quand j'ai dit à mon collègue que je voulais travailler sur cette vidéo, il a dit que c'est pas important. Pour eux, même pour les journalistes, pour les journalistes dans notre conversation, le paysage médiatique d'Afghanistan, le sujet de l'environnement, c'est pas important. Mais au fur et à mesure, ça devient plus en plus important. Par exemple, le sujet de pénurie d'eau, c'est un impact direct sur la vie quotidienne des Afghans et surtout les femmes. Comme j'ai lu un reportage par rapport à comment le moment de manque de pénurie d'eau, c'est les femmes qui double fois, triple fois subissent les difficultés de problèmes. Et là, c'est important. C'est pour ça qu'on a décidé, moi et mes collègues, de créer notre site d'info, site médiatique qui est indépendante, non lucrative, qui aborde particulièrement sur les sujets de l'environnement en Afghanistan. Et il y a des sujets très très intéressants. Et même c'est quelque chose parfois quand il y a une compétition dans le média outlet, dans
qui sont émergés en ce moment en exil, parce que en ce moment, on voit que les médias locaux, les médias nationaux, vraiment, ils sont restricts avec les restrictions et exigences de talibans. Ils peuvent pas, les journalistes, ils peuvent pas exercer leur métier. Et évidemment, les médias aussi. Ils peuvent pas traiter les sujets sensibles. Mais nous, en tant que les journalistes en exil, on peut travailler dessous. Et pour nous, c'est important. C'est pour ça qu'on voulait commencer de rendre les sujets des changements climatiques un sujet essentiel dans notre débat et lier ça au débat mondial, climatique mondial. Mais c'est important. Quand on aborde un sujet, les autres médias, ils nous suivent aussi. Il y a tout le temps la compétition. Et quand on parle d'un sujet, et c'est important, et ça impacte directement les vies des Afghans, oui, il y a deux audiences, et ça nous apporte le like, le clic, et promotion dans les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les sujets politiques, avec la dégradation droits fondamentaux en Afghanistan, surtout contre les femmes en Afghanistan, les sujets de l'environnement sont les problématiques secondaires. Mais c'est pour ça qu'on a commencé cette initiative de traiter et rendre le sujet en l'environnement un sujet essentiel. Merci. Et en France aussi, ce like, ce clic, ce basculement vers l'online avec des générations plus jeunes, qu'est-ce que vous faites pour changer un peu de format ? Oui, c'est un endroit où ça tiraille un peu parce que les réseaux sociaux, on peut aussi déplorer certains de leurs effets, l'économie de l'attention. Donc, à Reporter, on a bien conscience des évolutions de pratiques et notamment du fait que les moins de 25 ans, les vidéos verticales, c'est quand même une source d'information quasi majoritaire, je crois. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est colossal. Donc on ne peut pas se dire, tant pis, ils n'ont qu'à lire nos 12 000 signes. On fait le chemin vers ce lectorat-là qui est plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les shorts YouTube. Donc là, on a actuellement 2 journalistes vidéo, on va encore recruter. Et on se pose la question des modes de narration. On est à un moment plutôt de développement et de recherche de synergie entre les journalistes qui écrivent pour le site et les formats vidéo. Typiquement, une grosse enquête qui a demandé plusieurs mois de travail. On se dit que c'est chouette d'avoir le journaliste qui parle face caméra en disant voilà pourquoi j'ai fait cette enquête, pourquoi c'était important, l'enjeu était colossal pour moi, les difficultés que ça m'a posées, le côté coulisses aussi, pratique de l'information. Et donc, on essaye de s'adapter au code. Donc, on fait attention à l'accroche de nos vidéos, ce genre de choses. Mais on a encore du chemin parce qu'à la base, Reporter, c'est un journalisme écrit fondé par un ancien du Monde. Donc, ça imprègne quand même le site. Et puis, les articles écrits sont très très lus, donc il s'agit pas de basculer de l'un à l'autre, mais plutôt d'avoir une forme de complémentarité. On continue à faire on fait des BD en partenariat avec la revue dessinée. En fait, on multiplie les points de contact. Le site est quand même le vaisseau amiral de Reporter. C'est là qu'on a le plus de monde chaque jour, mais on essaye de faire en sorte de diversifier les langages pour toucher le plus de monde possible. Pour répondre à cette première question qui était des solutions vraiment pour finir, il y en a eu des guises de réponses au fur et à mesure, question de modèle économique, des médias, la question aussi des enjeux pour la démocratie, la question aussi de notre situation politique polarisée qui est encore un enjeu. Chloé, pour vous, une solution rapidement qui viendrait à l'esprit parmi ces... on a parlé de 9 types de menaces, 5 critères de cause, une solution ? Moi, je me suis demandé s'il n'était pas intéressant que la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, qui émet des avis favorables ou pas sur quel document peut être public ou rendu public ou pas, en fait, quand elle émet un avis, il n'y a aucune contrainte derrière. Donc, elle peut dire oui, le document peut être rendu public. Si l'administration derrière ne répond pas, il faut ensuite qu'on aille au tribunal administratif.
si le tribunal administratif donne aussi un avis favorable et donne raison aux journalistes, l'administration peut faire ce qu'elle veut. Elle n'aura pas d'amende ni rien derrière. Et ça fait plusieurs papiers ou plusieurs longues enquêtes à se plaindre où la publication des papiers est ralentie parce que faute de réponse, en fait, on n'a jamais de réponse et les papiers sortent. Et du coup, on s'est demandé à un moment donné, mais à quoi ça sert d'avoir des avis s'il n'y a pas de contraintes derrière et on s'est dit, mais c'était une réflexion un peu informelle avec une consoeur, mais s'il y avait, je sais pas, un risque d'amende parce qu'au bout de tant de jours, on n'a pas de réponse, ça pourrait peut-être faire bouger certaines personnes. Et Anne, peut-être juste pour finir, qu'est-ce qui vous semble capital dans tous ces enjeux pour que RSF sorte enfin et félicite des améliorations l'année prochaine dans ces enjeux? On est très orienté solutions, hein, globalement, il y en a plein, mais peut-être pour rebondir à ce que disait Chloé, je pense que l'enjeu de la régulation est primordial. Là, l'enjeu de la régulation sur les autorités administratives, l'enjeu de la régulation des plateformes aussi, qui est central. On n'en a pas beaucoup parlé ici, mais la question des algorithmes aujourd'hui qui, de manière complètement cachée, favorisent plutôt des contenus de désinformation plutôt que des contenus d'information fiable. Ça, c'est un de nos chevals de bataille, mais il n'est pas le seul. Et peut-être peut-être conclure aussi là-dessus. C'est à ces échelles-là aussi que ça se joue aujourd'hui sur les questions environnementales. On doit effectivement clôturer ces discussions. Amélie, Chloé, Anne, Mariam, merci beaucoup à vous. Merci à vous toutes et à tous.